Pour continuer, on parle de virus, on va continuer à parler un petit peu de ça, mais dans le domaine préventif, c'est la vaccination. Et pour cela, ce sera Jean-François Ravier, Pet Technical Director du laboratoire Boehringer Ingelheim, qui a le plaisir d'être là. Je tiens à vous informer qu'aujourd'hui, je profite juste là, le temps de l'installation, qu'on a 4 partenaires qui nous font plaisir de participer à ce symposium. On a l'AVAC qui est déjà intervenu avec son président, Agria qui est l'assureur qui nous aide et aussi abonde le fonds de recherche encore une fois. Nous avons le laboratoire Boehringer Ingelheim aussi qui nous a permis d'organiser ce symposium. Et enfin Royal Canin qui est notre futur nouveau partenaire. Donc voilà, parfait. Jean-François, je te laisse la parole. Merci Olouf de nous accueillir. On a tout un historique de partenariat, mais ça fait toujours plaisir de se retrouver en face de vous. J'ai combien de temps ? 20 minutes. Bien, donc, parce que j'ai mis mon chronomètre en route, donc je vais utiliser mes 20 minutes. Bien, donc il y a un petit peu un challenge là, c'est de parler de bonnes pratiques vaccinales du chat et où en est-on en 2024. Je pense que, en général, vous connaissez le sujet, quoi. C'est pas nouveau la vaccination et vous avez plein d'habitudes et il n'y a pas vraiment de problème. Mon première chose que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, les vaccins qui ont une AMM, donc tout à l'heure, Sophie en a pas mal parlé de qu'est-ce qu'une AMM, c'est pas simple, donc ça a quelques conséquences. Ben, les vaccins qui ont une AMM aujourd'hui vaccinent, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des meilleurs vaccins que d'autres, ou des moins bons, mais les vaccins qui ont une AMM vaccinent. Si je suis là, c'est pour vous dire aussi que les recommandations générales autour de la vaccination peuvent évoluer. Ça ne met pas en cause les vaccins, ça met en cause la manière dont on vaccine. Et puis il y a aussi le terrain qui peut faire que des industriels, donc les laboratoires qui fabriquent des vaccins, vont orienter ou faire des choix stratégiques, des choix de fabrication de vaccins, qui ne mettent pas en cause la totalité des autres vaccins, mais qui sont liés à ce qu'on pense de l'avenir pour les maladies qui concernent la vaccination. Voilà, je ne suis peut-être pas très clair, mais je vais essayer d'être un peu plus clair ensuite. Donc, alors, juste un résumé. Chez le chat, aujourd'hui, vous avez 3 technologies vaccinales majoritaires. Donc, le hyper classique, le vaccin inactivé. On tue le virus ou la bactérie, et puis on l'écrabouille, et on la met dans un flacon, et on l'injecte. Et elle n'est pas dangereuse, puisque de toute façon, c'est plus du tout la maladie. Le deuxième, c'est le vaccin vivant atténué. Alors là, par contre, on prend la maladie, mais on va se débrouiller à la rendre moins grave, de manière à ce que quand on l'injecte, il ne se passe pas grand-chose, ou un petit peu quand même, la réaction immunitaire. Et puis, ça protège contre la souche sauvage qui est beaucoup plus toxique, dangereuse. Et puis, chez le chat, vous avez la possibilité d'utiliser des vaccins vectorisés. Alors là, on utilise les 2 points forts des 2 côtés, inactivés et vivants. On va prendre un virus vivant qui fait rien dans l'espèce cible, donc le chat, qui n'existe pas chez le chat, mais on va juste le modifier pour qu'à l'intérieur, ce soit une sorte de cheval de Troie. Un vecteur, c'est un cheval de Troie. On met à l'intérieur quelque chose qui va faire croire que le virus qui rentre, il est tout à fait inoffensif, mais on va demander à la cellule de fabriquer quelque chose qui permet de protéger contre la souche sauvage. Donc voilà les 3 technologies que vous avez. Sur les vaccins inactivés, ce que je peux dire, c'est que, donc vous voyez, je vous ai mis là, est-ce que ça marche là ? Là, ça marche, voilà. Donc le coup classique, on tue le virus ou la bactérie, et on la purifie, et hop, on en fait un vaccin. Il y a d'autres technologies qui ont été développées, soit on arrive à faire en sorte qu'on purifie les morceaux de virus, on enlève tout ce qui nous embête, et on garde que ce qui est immunogène. Ça peut permettre de se passer d'adjuvant, parce que le problème des vaccins tués, c'est que très souvent, il faut un adjuvant. Mais si on est très bon dans la purification, on peut arriver à avoir des vaccins sans adjuvant, à condition d'avoir une pureté parfaite de l'antigène. Et puis, il y a une technologie aussi qui consiste à prendre des levures ou des colibacilles, on le modifie, et on demande à cette levure ou ce colibacille de fabriquer la protéine, qui est la protéine qui serait un bout du virus, mais simplement, on fait fabriquer par quelqu'un d'autre et on injecte. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur cette technologie. Le vaccin vivant, je vous ai dit, ça c'est pas compliqué. On prend la souche sauvage et puis on la réplique dans des espèces différentes ou dans des conditions particulières qui fait qu'elle perd son pouvoir immunogène. Ça nous permet de fabriquer un vaccin. Et puis je vous ai dit le vecteur. Donc vous voyez, on prend le virus de la leucose féline, là, le FELV, voisin du FIV. On prend à l'intérieur des morceaux de gènes qui nous intéressent. On prend un autre virus. Là, c'est un canarypox. Donc c'était un vaccin qui servait à vacciner les canaris. Eh bien, on le modifie dedans et on introduit les gènes du virus.
Et donc ce virus va devenir la puissance du vaccin vivant, mais avec l'innocuité du vaccin inactivé, puisque y a juste les protéines qui vont être fabriquées par la cellule qui est contaminée par ce virus, qui n'est pas un virus du chat. Je vais juste rapidement vous dire que donc, une des difficultés, c'est les AMM, et qu'on a des mots qui sont « en combien de temps le chat va être protégé ?» Au bout de combien de temps il est plus protégé? Est-ce qu'il y a l'innocuité? Ça, c'est la totalité de l'AMM. Et vous comprenez que si je décide de faire un vaccin avec un rappel annuel, c'est pas simple. Déjà, d'avoir des chatons que l'on va vacciner sur un protocole, puis ces chatons, on va attendre, on va au bout de 15 jours, 3 semaines, et puis on peut décider 3 semaines. Ça aurait peut-être marché à 15 jours, mais on a fait à 3 semaines. Donc on va dire qu'il commence à 3 semaines, mais peut-être que ça marche à 15 jours. Hein. Mais on ne va pas reprendre des chatons pour commencer à 15 jours. Ou alors on peut faire le pari de dire, on va essayer à 15 jours, peut-être que ça va marcher. Eh ben, on a peut-être un peu de peau. Mais si ça ne marche pas, il faudrait recommencer à 3 semaines. Donc vous voyez, l'entreprise, elle va faire des choix en se disant, bon, on va prendre 3 semaines, c'est plus simple. Puis d'autres vont faire 2 semaines. Et vous allez vous voir des trucs où... Mais c'est peut-être pas différent, en fait. C'est juste qu'on a fait les choix. Même histoire sur la durée de l'immunité. Nos chatons, on les a pris, vaccinés, on les a isolés du monde. Parce que vous comprenez bien que pendant ce temps-là, si jamais il y a une autre contamination sur ces chatons, tout est foutu en l'air. C'est des centaines de milliers d'euros qui sont faits parce qu'on a des chats qui sont dans un milieu particulier, en station d'études, isolés du monde. Puis il faut une 50aine de chats. Et donc on va décider de dire on va faire au bout d'1 an ou 3 ans. Mais si jamais ça plante au bout de 3 ans ou 5 ans, eh ben, on met l'argent à la poubelle. Donc, on fait des choix. Et il y a certains cas, on va se dire, on va rester sur le rappel annuel, puis d'autres vont dire, ah ben non, on va essayer sur 3 ans. Et puis il y a des cas où on va se dire, c'est sûr que sur le virus, je pense au parvovirus, l'immunité est très très bonne, on va tout de suite aller à 3 ans. Donc ça vous explique pourquoi vous pouvez avoir, vous, devant vous, des notions de dire, ah mais il y a des vaccins c'est 1 an, des vaccins c'est 3 ans, et puis il y a des cas où c'est 3 ans, des fois c'est 2 ans, des fois c'est 1 an. Ben, il y a il y a le mode de vie du chat qui va rentrer en jeu, évidemment. Il y a des risques plus ou moins forts, ça on en parlera. Mais il y a aussi les choix de l'entreprise. Parce que quelque part, si vous me dites, moi, ce que je voudrais, c'est avoir un vaccin qui fait 5 ans. OK. Il va vous coûter 10 fois plus cher que le vaccin qui fait 3 ans. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire 2 injections à 3 ans d'intervalle quand même? Vous comprenez ça? C'est cette logique-là qu'il faut se pénétrer, parce qu'on fait des choix, et ces choix peuvent être discutés, mais ils ne sont pas forcément idiots. C'est pas qu'on ne voudrait pas, c'est qu'à un moment donné, on choisit. Deuxième point, les vaccins sont des notions de protection de population. On ne protège pas à 100% un individu. Dans une population donnée, on a un pourcentage d'individus qui sont protégés, et on a 2 mots importants à connaître. La notion de prévention, c'est-à-dire mon vaccin prévient d'une maladie. Prévient d'une maladie, ça veut dire que j'ai un groupe témoin non vaccinés, je le contamine avec mon virus, ils sont malades, j'ai un groupe de chats, et 10 chats, 15 chats, 20 chats, hein, donc c'est pas rien, hein, vaccinés, 0 sont malades, 0 ont des signes cliniques. J'ai le droit de dire, sur la notice, ce vaccin prévient contre la parvovirose du chat. Prévient. Et puis j'ai un autre mot qui est le mot réduction. Et la réduction, ça veut dire quoi? Et c'est typique dans les maladies respiratoires. Je prends mon lot vacciné, il est malade. Et j'ai mon lot non vacciné, il est malade, avec un certain pourcentage de malades, et parfois pas 100%, hein, parce que tous les chats ne sont pas forcément malades dans une étude. Et puis, j'ai mon groupe vacciné, alors ils sont moins malades. Il faut que ce soit significatif, il faut que ça réussisse. Des fois, on fait des études, on n'arrive pas à rendre malades les non-vaccinés. Ah bah c'est compliqué, parce que forcément, les vaccinés, bah oui, ils ne sont pas malades, forcément, puisque le groupe témoin était déjà pas malade. Donc ça, on a le droit de dire, je réduis les signes cliniques. Et ça, c'est un petit peu subtil. C'est-à-dire que dans les vaccins respiratoires du chat, par exemple, aucun n'a de la prévention. On réduit les signes cliniques. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, ils sont vaccinés, mais ils peuvent quand même faire la maladie. D'une manière plus réduite. Ils peuvent aussi récupérer le virus, le répliquer et le redonner à d'autres. Ils ne sont pas dans une bulle protégée. Mais ces notions-là de vaccination sont importantes à comprendre. On protège des populations dans la vaccination. On diminue la circulation des virus avec la vaccination. On réduit les signes cliniques avec la vaccination. On ne protège pas un individu avec une bulle autour.
Le coronavirus, le Covid nous a aidés là-dessus, parce que les gens ont compris un peu ça. Tous les vaccinés n'étaient pas forcément pas malades. Donc vous avez des recommandations. Tout à l'heure, Jean-François Rousselot en a parlé. Mais ça regroupe des données, ce n'est pas des règles absolues. Hein. Le changement qu'il y a eu récemment avec la WSAVA, c'est pour la leucose, a été... donc il considère qu'il y a des virus, enfin des maladies qui sont essentielles et des maladies qui étaient moins essentielles. Chez le chat, maintenant, les 3 virus, parvovirus, rhinotrachéite et callicis, les maladies respiratoires et le typhus, c'était essentiel. Ils ont rajouté la leucose si le chat est en milieu à risque. Donc ça devient une valence essentielle. Si le chat vit en milieu à risque, ça veut dire en milieu à risque, bah, il sort. C'est tout. Donc je vous ai dit, je vais aller aussi vite hein, sur vous connaissez bien le coryza. Juste, vous vaccinez pour l'herpès, le callicie et puis parfois pour la chlamydiose. Mais c'est une association de malfaiteurs, hein, ce syndrome coryza. Il y a plein de choses, dont des choses qui sont normales, que parfois des chats hébergent tout à fait normalement, sans symptômes. Et puis vous faites une association de malfaiteurs, et là, bing, on passe, et on va avoir une expression de la maladie. Là, c'est juste qu'on a passé un cap pour ce chat. Peut-être que l'autre à côté, ils s'en foutaient complètement. Mais ce chat est un peu plus sensible, et donc on va associer. Et là, il y en a un qui va prendre le dessus. Alors c'est vrai, pourquoi on vaccine dans tout ça? Pourquoi on vaccine surtout herpès et callicie? Parce que c'est les plus embêtants. Et c'est ceux qui font le plus de lésions, le plus de maladies. Mais il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un chat peut avoir un syndrome coryza autre que ceux qu'on vaccine. C'est parce que c'est les plus fréquents. Donc je vais passer rapidement. Les différences... Alors, ça fait écho avec ce que disait tout à l'heure Sophie. Hein. Les virus, ils ont des stratégies. Alors, l'herpès, par exemple, il est fragile, mais il se cache. Lui, il vit caché. Le calicivirus, il est très costaud. Alors lui, il veut se reproduire très très vite et il mute en permanence. Et ça, c'est une stratégie. Un virus, ça veut vivre. C'est du vivant qui veut vivre. Et ils existent depuis très 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 longtemps. Hein. Bien avant qu'il y avait de l'homme, il y avait déjà des virus. Hein. Et chacun a sa stratégie. Et donc, du coup, il se trouve que l'herpès, c'est compliqué parce qu'il y a de la latence et puis il peut disparaître, on ne sait pas qu'il est là, et puis boum, à l'occasion d'un stress, un voyage, quelque chose, pouf, ça ressort. Le callicie, il a une autre stratégie, c'est qu'il change tout le temps. Ce qu'on constate, et ça ne met pas en cause l'efficacité des vaccins, c'est que les souches de vaccins utilisées dans les vaccins croisent de moins en moins avec les souches terrain. C'est-à-dire que si on était dans les années 1950, 1980 ou aujourd'hui, de moins en moins, les souches qu'on trouve sur le terrain croisent avec le vaccin. Mais vous comprenez bien que si la souche dominante, elle est encore là-dedans, bah vous ne voyez rien sur le terrain, vous. Ça n'a rien changé pour vous. Mais nous, on se dit, il faut quand même qu'on se méfie, parce que de plus en plus de souches, qui ne sont pas très fréquentes, échappent à la vaccination. Donc peut-être qu'il faut qu'on fasse évoluer les vaccins. Et donc, bah là, on peut décider. Alors voilà une stratégie typique d'entreprise. Vous avez des souches de vaccins existantes. Cette souche, elle couvre tous ces calicivirus-là. Cette souche, elle couvre tous ces calicivirus-là. Alors ben, le laboratoire, il peut décider, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une souche qui est un peu plus large, même si toutes ces souches-là, théoriques, sont rares, très rares, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir un vaccin qui contient ces deux souches-là, plutôt qu'avoir une souche comme ça ou une souche comme ça? Donc voilà typiquement les choix que vont faire les industriels pour faire progresser les vaccins, qui pour vous vont pas avoir beaucoup de sens, parce que vous, ça ne changera pas grand-chose au niveau du calicivirus. C'est juste à l'avenir, l'évolution, ou dans des cas exceptionnels, parce que moi je vous disais que la vaccination, c'est quelque chose qui se raisonne au niveau population, mais quand vous avez un chat malade, c'est 100% pour vous. Moi je vais raisonner en disant, oui, c'est 1 pour 1 million qui fait ça. Oui, mais vous avez un chat, et c'est celui-là qui est malade, c'est 100%, c'est pas pareil. Donc je vais aller vite sur la parvo. L'évolution du virus, c'est pareil, hein, il évolue. Il était chez le chat, il est passé chez le chien, il est revenu chez le chien et le chat. Et aujourd'hui, on a 3 virus qui circulent en parvo. Globalement, on a plutôt du 2C, mais ce qu'on vérifie, c'est que les vaccins qui ont été inventés dans les années 70, pour la petite histoire, j'étais de garde à Paris en 78, quand le parvovirus est apparu en France, ça a fait quand même quelques dégâts. Ce qu'on vérifie, c'est que les vaccins fonctionnent sur les virus qui ont évolué à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les vaccins existants n'ont pas besoin d'être mis à jour, puisque ça fonctionne.
Demain, peut-être, ce sera différent. Donc je vous avais mis la période critique, mais je pense que vous êtes éleveur, donc vous connaissez quand même bien cette histoire que, bah oui, on vaccine, mais il y a un moment où ça ne sert à rien de vacciner parce que, mais je vais vous le mettre là, voilà, avec Sylvie Chastan, il y a déjà 20 ans, on avait fait une étude sur le colostrum, le transfert du colostrum chez le chaton. Et en fait, dans une même portée, il y a une énorme variation de transfert de colostrum à certains chatons. Il y en a qui en prennent beaucoup, d'autres moins. Et donc, dans une même portée, vous pouvez avoir la notion de ce trou vaccinal qui est le moment où on ne peut pas encore le vacciner parce qu'il a trop d'anticorps maternels, mais il est fragile et donc il faut attendre pour le vacciner. Donc il peut être quand même contaminé par le virus sauvage. Ça, c'est très très ennuyeux. Et ben, ça varie dans les chatons d'une même portée. Ce qui fait que les recommandations ont changé. Donc c'est le point qui est arrivé récemment. On considère maintenant qu'il faut 3 injections et la dernière étant vers 16 semaines. Ça, c'est un changement d'habitude pour les vétos. Ils avaient l'habitude, hein. Et dès qu'on change les habitudes, c'est un peu compliqué. Et donc aujourd'hui, les recommandations, c'est qu'on est sur 3 injections de primo-vaccination. Alors donc le CH, lui, il est un peu optionnel. C'est vraiment si chlamydio, c'est vraiment si l'élevage est concerné. Mais, et puis on peut le balader, on peut le faire plus tard. Mais ces 3 injections-là sont très importantes. Et il y a un délai entre 3 et 5 semaines entre chaque injection pour qu'on puisse dire qu'on est sûr que le chat est protégé. Et maintenant a été rajoutée encore une autre notion qui est que le rappel qu'on faisait 1 an plus tard, qu'on peut faire 6 mois après la dernière injection, hein, eh bien en fait il fait partie de la primo-vaccination. Autrement dit, une primo-vaccination, ça inclut le rappel à 1 an. Et on ne peut considérer qu'un chat est bien protégé statistiquement que quand on a fait tout ça. C'est-à-dire il y a les 3, plus celle à 1 an. Entre ces moments-là, il est possible que certains chats échappent à la vaccination. Donc après, sur les rappels, ben, c'est vraiment lié au mode de vie. Donc vous savez, là c'est le choix à faire en fonction si vous faites des expositions, s'il sort, s'il est en contact avec d'autres chats. On va avoir plutôt tendance à tout pousser au rappel annuel. Et puis si le chat qui vit en appartement, qui ne bouge pas, qui est tout seul, on peut même se poser la question de est-ce qu'il faut le vacciner. Mais bon, en général, il sort à un moment chez la belle-mère où on va en vacances. Donc là, on sera plutôt sur des rappels qui vont pousser à 3 ans parce que le risque est faible. Mais c'est un choix à avoir en discutant avec vos vétérinaires. Ça, c'est vraiment un choix à avoir. Je vais finir sur la leucémie féline, donc la leucose. Donc là c'est là où on a des recommandations qui sont un peu tordues, puisqu'en fait, suivant les recommandations, on a, ça serait bien de faire un rappel tous les 2-3 ans quand on arrive à... Enfin, on peut écarter les rappels tous les 2-3 ans quand il arrive à 3 ans. Récemment, là, la WSAVA vient de publier, il y a quelques semaines, qu'ils étaient quand même sur le rappel annuel pour les chats à risque fort. Mais vous savez qu'il y a des vaccins qui ont des AMM à 3 ans, donc bah, on peut respecter l'AMM aussi. Hein. Mais bon, la WSAVA a dit que ce serait quand même mieux de vacciner tous les ans pour ces chats qui sont à risque fort. Et sinon, il y a aussi les praticiens du chat, ben, ils disent parfois tous les ans et parfois tous les 2-3 ans, c'est pareil, c'est une histoire de risque. Donc vous voyez, sur la leucose, c'est pas si clair que ça. Mais globalement, le plus simple, c'est quand même de faire le rappel annuel. Et dernier point, l'histoire des adjuvants. Donc, je vous ai dit, sur les vaccins inactivés, on n'a pas le choix, il faut souvent mettre un adjuvant, sauf si on sait faire purifier suffisamment la protéine du vaccin pour se passer d'adjuvant. Et moi, je le dis parce que c'est ce qu'on sait faire. Si on est capable... Alors, pourquoi on parle des adjuvants? C'est parce que chez le chat, vous savez, il y avait l'histoire du fibrosarcome, des réactions. On n'a jamais montré que c'était directement lié à l'adjuvant. Mais c'est un des facteurs. Bon, moi, ce que je dis, c'est que si nous, on sait faire sans adjuvant, un vaccin efficace pour le chat, ben on le fait. C'est tout. Pas la question de dire il y a des risques, plus ou moins de risques, il n'y a pas plus ou moins de risques, c'est qu'on sait faire sans adjuvant. Eh ben on le fait, c'est tout. Et on n'en dit pas plus, on sait faire, donc on le fait. Donc parce que vous voyez, globalement, on recommande plutôt sans adjuvant qu'avec adjuvant. Mais bon, il faut quand même mieux vacciner que pas vacciner, on est d'accord. Dernier point que j'ai pas mis dans la présentation, parce que là je pense que j'ai fini. Vous allez voir aussi, les doses injectées de vaccins vont diminuer. Donc chez le chien, on est déjà passé à 0,5,
Mais il y aura plus tard, il faut du temps pour Pfizer, mais on pourrait descendre à 0,3 comme pour le Comirnaty de Pfizer sur le SARS-CoV-2. On est sur la même chose. Les doses injectées vont baisser, vont diminuer. Donc là, aujourd'hui, on est à 0,5 chez le chat pour nous, mais ça pourrait encore baisser. L'idée, c'est de faire le moins possible local. Voilà, je réponds à vos questions. Merci beaucoup, Jean-François. J'ai cru comprendre qu'il y avait, merci à vous, des questions à distance. Alain. Oui, alors, merci beaucoup. Donc, il y avait beaucoup de questions à distance, donc on a dû faire un choix. Alors, il y a des questions sur les vaccinations des chatons, sachant que la plupart des éleveurs ne vendent les chatons qu'à partir de 3 mois. Est-ce qu'on peut éventuellement faire 2 primos simplement, une à 3 mois, une à 4 mois? Non, ah bah oui, mais on prend un risque avant. Sachant qu'ils sortent pas de l'élevage avant, quoi. Ouais, mais on prend un risque. Oui, alors le problème, c'est juste la notion de risque. Apparemment, parce qu'il y a des gens qui disent, il y a plusieurs protocoles suivant les vétérinaires, donc on est un peu perdu dans les protocoles. Oui, non, mais l'idéal, c'est la dernière injection à 7 semaines. D'accord. On est sur du vaccin donc, vivant. Ce qui est impératif, c'est la vaccination c'est celle à 7 4 semaines. mois, c'est celle qu'il faut retenir. Ouais. Et on inclut le rappel à 6 mois, 1 an, aujourd'hui, pour parler d'une primo-vaccination. Mais c'est quand même un risque, hein. Ne pas vacciner le chaton à 2 mois. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu des cas en élevage où on n'a jamais su comment c'est arrivé le parvo. Et c'est une vacherie, la parvovirose. Hein. D'accord, mais c'est clair, merci. Donc, il y a des gens qui demandent pourquoi on ne fait pas des sérologies préalables avant la vaccination. Oui, alors le problème, c'est que vous imaginez-vous que la sérologie, c'est le truc magique, c'est-à-dire qu'on a une réponse immunitaire et on dit ça marche. C'est plus compliqué que ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a le sida, il a une sérologie positive. Hein. Il n'est pas protégé. Parce que le virus a une stratégie qui fait que ça ne sert à rien d'avoir des anticorps anti-HIV parce qu'on n'est pas protégé. Autrement dit, ce que je veux vous passer là, c'est que, comme message, c'est que c'est compliqué d'avoir une relation entre une réponse immunitaire et qu'est-ce qu'on mesure, des immunoglobulines, lesquelles, et mon vaccin. La seule méthode pour dire il est protégé, c'est de faire une épreuve virulente. Autrement dit, je prends le chat, j'injecte le FLV, je regarde, j'injecte du calici, je regarde, et là je sais. En parvo, s'il ne meurt pas, c'est qu'il est protégé. Donc il faut juste comprendre ça. Autrement dit, si chaque labo sortait le test qui permet de contrôler d'une manière sérologique pour certains vaccins l'efficacité, c'est-à-dire que j'ai ma souche dans mon vaccin et je fabrique moi-même un test qui permet de contrôler que mon vaccin fait la bonne réponse immunitaire avec mes bonnes immunoglobulines qui correspondent à ma souche. On pourrait imaginer, mais ça veut dire qu'il faut avoir une batterie de tests. Quasiment, il faut qu'on vende le vaccin avec le test. Ça aurait un coût colossal. Alors néanmoins, ce n'est pas complètement faux. Sur la parvovirose, par exemple, on sait que les tests qui sont utilisés, si c'est à 0, c'est que le vaccin n'a pas pris. Donc la mesure, elle est intéressante si ça n'a pas réagi. Maintenant, si la réponse immunitaire est haute en mesure par les tests du commerce, en parvo, c'est pas faux que ça veut dire que ça fonctionne et qu'il est probablement protégé. Alors par contre, pour les virus respiratoires, pour la leucose, par exemple, ça n'a aucun sens. Il faut juste comprendre la logique qui est que c'est qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on a prouvé qui faisait que ça protège. Je vous répète, sur le HIV, on peut avoir tous les anticorps qu'on veut, on peut mesurer les anticorps, c'est d'ailleurs embêtant, si on est séropositif, on n'est pas protégé. Alors, deux réponses courtes, s'il te plaît. Est-ce qu'il peut être dangereux de vacciner des chats seniors ou des chats à insuffisance rénale chronique? Non, a priori non, l'innocuité, et globalement c'est un bénéfice-risque. Si c'est des chats qui sortent, il vaut mieux les vacciner, oui, il vaut mieux les vacciner. Et alors, question qu'on aurait pu poser à Sophie aussi, sur la PIF, donc un coronavirus, pourquoi pas de vaccin à ARN messager? Alors, elle est là, Sophie, non? Non, elle est partie. Ah. Je te donne la patate chaude. Ça ne veut pas dire, je vais répondre que pour l'instant on ne sait pas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas la question. Maintenant, le problème du coronavirus, si c'était si simple que ça, ça serait déjà fait. Hein.
faire des vaccins coronavirus, c'est une vacherie. C'est une vacherie. D'ailleurs, ça a été compliqué en humaine pour arriver, et on a mis la totalité de la Terre entière pour arriver à fabriquer un vaccin. Alors maintenant, si tous les chercheurs de la Terre entière se mettent à réfléchir comment faire un vaccin corona-chat, mais contre quel corona? Vous avez vu la problématique qu'elle a énoncée là? S'il mute, je vais faire un vaccin contre quoi? Eh ben, c'est pas si simple que ça. Désolé, je réponds un peu en normand, Non, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas. D'accord, je vais passer. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un âge au-delà duquel vous estimez que ça n'a plus particulièrement d'intérêt de vacciner, dans la mesure où on a respecté le protocole, enfin qu'on peut estimer que le protocole a été respecté depuis que le chat a été chaton? Est-ce qu'au-delà, je ne sais pas, de 8 ans, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas où est-ce que vous pourriez mettre la barre, vous estimez que le chat a été a reçu suffisamment d'injections pour être protégé? Vous avez peut-être raison. Il y a peut-être un moment où sauf que pour que je réponde ça, il faut qu'on fasse l'étude. Faire l'étude, ça veut dire je prends des chatons, je les vaccine, je fais le rappel à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. Ils sont dans un monde isolé, parce que s'ils chopent une autre maladie, ça fout tout en l'air. Je parle d'un chat qui ne sort pas. Non, mais il ne sort pas. J'attends encore 8 ans, donc il faut que j'ai devant moi, là, déjà, 12 à 15 ans devant moi. Et au bout de ces années-là, je fais l'épreuve virulente. Et si je veux tester plusieurs fois à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, il faut que j'ai plein de chats. Parce que ceux à 8 ans, c'est foutu. Je ne peux plus les réutiliser à 10 ans. Alors je vais vous poser la question différemment. Vous allez me trouver têtu, c'est normal. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà fait l'étude depuis tant de nombre d'années sur ce genre de choses? Mais non, parce qu'en fait, on travaille sur plein de vaccins, dans plein d'espèces. Donc les gens qui travaillent là-dessus, ils vont me dire, non mais attends, ton vaccin, il va te coûter 20 fois le prix. Tu vas en vendre 10 doses. Et moi, je travaille sur le H5N1 pour la grippe aviaire. Donc laisse-moi travailler le problème de grippe aviaire et m'embête pas avec ton vaccin chat. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours une histoire de gros sous, quoi. Non. Un peu quand même. En termes de répartition des gros sous. Non, je vous assure que j'ai plus peur du H5N1 grippe aviaire que du calicie ou de l'herpès chez le chat. En termes de risque, pour nous et pour les animaux, c'est plus grave. Parce que là, ils meurent. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Y a-t-il une dernière question éventuellement? Non? C'est bon? Non, je voulais savoir s'il y avait une corrélation entre la prise de lait de colostrum du chaton à sa naissance et son pouvoir immunitaire. Non, je veux dire, s'il prend 10 grammes dans les 2 premiers jours, ou 20 grammes ou 30 grammes de lait de la mère, si l'immunité de colostrum est plus importante ou pas. Alors ça dépend aussi du moment. En fait, ce qu'on avait montré avec Sylvie, il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a aussi la durée à partir de la naissance. Autrement dit, alors, c'est un transfert passif. La mère transfère une immunité à ses chatons, elle prend des anticorps qu'elle a dans son sang, ça passe dans le colostrum, elle les donne à ses chatons. Il y a un moment où le chaton, dans son intestin, a une possibilité que ça passe à travers. C'est beaucoup plus court qu'on le pensait. Il faut que ça soit dans les heures qui suivent la mise bas. Et pas 48 heures après, comme chez la vache. Parce que très souvent, on prenait les chiffres qui venaient des bovins. C'est pas du tout la même chose sur les chatons. Donc c'est assez court. Ah bon? C'est variable suivant. Oui, c'est pas une vache, un chat. Ah, okay. Donc c'est assez court et c'est très variable effectivement d'un chat à l'autre. Alors après, la durée, je ne sais pas si on a vraiment mesuré sur un chaton, si je mets 15 grammes à la même heure, au même moment, est-ce que si je fais un peu compliqué. Mais il faut juste comprendre qu'il faut que ça soit rapide, que on en avait parlé, mais si on peut congeler du colostrum, j'imagine bien que traire une chatte, c'est pas simple. Je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Mais en fait, le sujet, c'est il faut qu'il y ait un transfert d'immunité qui soit le plus rapide possible. Et le chaton qui est vachement fatigué, d'ailleurs, on avait même remarqué ça. Le premier chaton qui naît, c'est celui qui est le plus fatigué. Les autres, après, ils sont sortis tout seuls. Et lui, il tète plus tard que les autres. Et donc, c'est lui, en fait, qui en a pris le moins. Alors qu'il est né le premier. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Et puis, j'espère à bientôt.